Merci, Jonathan. J'espère que vous m'entendez correctement. Je sais qu'il y a eu quelques problèmes avec le son. Je ne sais pas si, voilà, si au cours de la séance, il y a quelque chose que vous ratez. N'hésitez pas à me le dire. Bon après-midi. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la demande de financement sur la démarche de candidature adaptée aux plans stratégiques nationaux. Je suis Malgorzata Maticek et je travaille au sein du Fonds mondial. Je vais partager la présentation avec Anne Indita. Et aujourd'hui, enfin, cela fait partie d'une série de formations que nous faisons pour les demandeurs, pour les candidats. Nous allons utiliser pas mal d'acronymes. Et voilà, n'hésitez pas à nous demander si vous avez des soucis. Alors, cette présentation, nous allons prévoir un certain espace pour les questions, en fait, pour la discussion après la séance. Et comme Jonathan l'a dit également, il y a certains collègues également qui nous aident en coulisses. C'est-à-dire que s'il y a des questions que vous souhaitez poser, vous pouvez vous adresser au chat. Et bien sûr, s'il y a d'autres points de discussion, eh bien, comme je le dis, il y a un petit espace en fin de séance pour cela, pour la discussion. Alors voilà, aujourd'hui, je vous présente donc notre ordre du jour. Je vais commencer le webinaire en vous parlant de certains concepts qui s'appliquent donc à la demande de financement pour le cycle 2022-2025. Et ensuite, je vais vous parler du formulaire de candidature adapté aux plans stratégiques nationaux et nous allons souligner donc les annexes aussi qui méritent un petit peu plus d'attention de notre côté. Alors, comme vous le savez sans doute, dans le cycle à venir, il y a 5 approches pour la demande, pour déposer la demande. Et nous avons déjà donc la continuation du programme. Nous avons les portefeuilles essentiels et ciblés. Et je vous invite bien sûr à visiter la plateforme iLearn au cas où vous serez intéressé. Aujourd'hui, on va se centrer donc sur les démarches adaptées aux plans stratégiques nationaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette présentation, je vais vous donner un petit peu de contexte d'où nous venons. C'est-à-dire, au cours du dernier cycle, après chacune des fenêtres, nous avions fait passer une enquête de satisfaction à tous les demandeurs, à tous les candidats. Et en fait, voilà, le but, c'était de savoir ce que nous pouvions faire mieux pour le prochain cycle. Et je suis très contente de vous dire qu'après les 1233 réponses que nous avons reçues, eh bien, le résultat est très, très positif, vraiment. C'est-à-dire, nous vous avons demandé ce que vous pensiez et simplement vous dire que, voilà, nous comprenons que le fait de déposer une candidature n'est pas facile. Il y a beaucoup d'annexes à fournir, par exemple, et nous tentons que cette demande de financement lors du prochain cycle soit un petit peu plus facile et simplifiée. C'est-à-dire que quand on passe par l'approche du plan stratégique national, c'est un concept assez populaire parmi les répondeurs et nous avons reçu en fait un retour très constructif de la part des répondeurs par rapport à cette approche, à l'approche adaptée aux plans stratégiques nationaux. Et en fait, on nous a parlé de comment présenter tout cela dans les formulaires. On nous a parlé aussi de l'inclusivité, d'un dialogue significatif. Et en fait, je vous parlerai de tout cela, du dialogue entre pays et de son importance. Ce qui est également très important, et nous l'avons reçu d'après le retour de la part du comité technique d'examen, c'est-à-dire du groupe d'experts qui évaluent chacune des demandes, eh bien, ils ont identifié 3 domaines qui sont un petit peu plus faibles
quand on a fait cette approche et cette relecture. C'est-à-dire, nous avons vu la qualité de la préparation du budget, de l'analyse des lacunes, aussi tout ce qui a trait aux questions de genre. Voici les points, disons, à améliorer. Et en fait, ce que l'on a fait pour vraiment aborder votre retour, nous avons la stratégie du Fonds mondial qui doit être bien sûr tenue en compte quand il s'agit de remplir la candidature. Et nous savons que cette stratégie porte son focus, son attention au portefeuille du Fonds mondial, ce qui veut dire que là, on est un petit peu contraint par rapport au processus à suivre. Et j'espère là, en fait, que vous pourrez voir le reste des retours d'informations que nous avons reçus. Et ici, par rapport à la stratégie, eh bien, je suis sûre que vous avez vu ce graphique avec la stratégie du Fonds mondial à plusieurs reprises. Mais ce que l'on veut présenter ici, c'est que tout près des éléments de la stratégie, il y a également certaines icônes que nous trouvons très utiles, en fait, et qui vous montrent, au cours de la présentation, eh bien, ces icônes vous montrent ce que ce qui est représenté au sein de la stratégie du Fonds mondial. La stratégie, eh bien, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je vous invite quand même à regarder une table ronde que nous avons déjà tenue et au cours de cette présentation, vous trouverez un lien à cette table ronde pour atteindre les objectifs mondiaux ensemble. Alors, je vous invite à la consulter. Vous verrez également qu'il y a certains représentants du comité stratégique et qu'il y a donc des notions plus approfondies par rapport à tout cela. Alors, je voudrais commencer par un éclaircissement par rapport à cette approche adaptée aux plans stratégiques nationaux. Il faut se souvenir que les demandes de financement pour le Fonds mondial sont considérées, elles sont censées être basées sur les plans stratégiques nationaux ou alors sur des guides. Et ceci nous aide à nous assurer que ces demandes sont alignées avec et que les interventions sont alignées avec tout cela. Cependant, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines phases stratégiques et certains pays qui peuvent être invités par le Fonds mondial à utiliser d'autres approches. Et ces approches simplifiées peuvent aider le pays à se référer aux plans stratégiques nationaux sans avoir à répéter toute l'information qui existe là-dessus. Et les détails, en fait, les formulaires seront plus tard expliqués par un Indita, mais je voudrais rajouter à ce point, de façon que vous compreniez le contexte plus vaste, que au cours de la présentation, on va vous parler des plans stratégiques nationaux, mais bien sûr, ce que l'on comprend, c'est non seulement les PSN, mais aussi d'autres guides, d'autres ensembles de normes ou stratégies qui puissent être disponibles au niveau du pays et qui puissent répondre à certaines des questions qui sont justement posées dans le formulaire de candidature. Alors, sachant tout cela, sachant qu'il y a cette intention de simplification, eh bien, on peut voir ici comment les pays sont sélectionnés pour chaque approche. Et si vous voyez une série de critères que le Fonds mondial est en train d'utiliser afin de définir quels pays sont invités à quelle modalité. Et cette invitation, en fait, est inclue dans la lettre d'allocation qu'on va vous envoyer vers la fin du mois de décembre, on l'espère, pour chaque pays. Et vous pouvez voir que l'un des critères que nous prenons en considération, c'est justement le contexte difficile d'intervention, le degré de risque du programme, la performance et à quel point les droits de l'homme et les considérations sont intégrés dans les stratégies. Aussi,
on tient compte de la planification nationale ou alors de la mise à jour du plan stratégique national, ou s'il y a également un cycle à considérer et où le pays se trouve par rapport à ce cycle, aussi la qualité des données dans la planification et la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux, c'est-à-dire toutes les données qui figurent dans les documents, bien entendu le soutien de partenaires multilatéraux et bilatéraux, ainsi que, bien sûr, comme je l'ai dit au début, la difficulté du contexte dans chaque pays. Alors, comme on l'a dit auparavant, ce que l'on comprend dans la partie cruciale de ce développement, c'est le dialogue au niveau du pays. Et c'est vrai que ce dialogue du pays va continuer au cours du prochain cycle, mais c'est vrai que ce dialogue du pays doit figurer déjà au début du cycle. Et cela nous mène à voir comment chaque partenaire peut agir ensemble, réviser le programme et trouver la meilleure façon de lutter contre les maladies. Et tout ceci, bien sûr, sous l'INC et l'ICN, pardon, et puis tout ceci, bien sûr, pour servir les populations qui sont représentées par l'ICN. Et, ce type d'engagement, c'est consiste à questionner les suppositions de ce qui marche pour chacun des groupes. Et aussi, ceci nous permet d'assurer l'effectivité, l'équité et la cible du programme. C'est-à-dire que la stratégie du Fonds mondial introduit toute une série d'éléments stratégiques dans le programme et c'est très important d'inclure tout cela et de l'aligner et au dialogue du pays, au niveau du pays, et de montrer bien sûr comment la subvention, comment l'investissement du Fonds mondial sera utilisé. Ici, à droite de la diapositive, vous pouvez voir les résultats attendus à l'étape de la demande de financement. Il y a l'analyse des lacunes et la discussion de la répétition du programme avec un montant indicatif pour les SRPS. Il y a donc ceci qui est suggéré d'être fourni par les demandeurs. Aussi, il y a la demande de l'ICN qui fait partie de ce dialogue au niveau du pays et il faut s'aligner donc sur les lacunes programmatiques et l'établissement des priorités pour la demande de financement, pour recueillir la documentation, c'est-à-dire probante, pour se conformer aux critères d'admissibilité et bien sûr pour un dialogue au niveau du pays transparent et il faut bien sûr également remplir les formulaires et les annexes de la demande de financement. Certains de ces annexes, et plus tard on en parlera, on recommande que ces annexes soient considérées dès le début parce que cela va nous aider à avoir un bon dialogue au niveau du pays. Et on va discuter des annexes qui doivent être inclus au niveau du dialogue du pays. Et vous pouvez également trouver ces annexes sur le site web iLearn, sur la plateforme iLearn. Nous avons décidé d'inclure cette diapo dans la présentation afin d'aborder une question qui est posée souvent dans le contexte de candidature. Il est important de prioriser certaines interventions qui ne sont pas incluses dans les plans stratégiques nationaux. Comme on l'a dit plusieurs fois, toute la demande de financement doit être basée sur les plans stratégiques nationaux. Mais c'est vrai que tout ceci doit être également basé sur
l'impact des interventions, c'est-à-dire une intervention qui soit probante et peut être inclue dans la demande de financement, pourvu, bien sûr, que le candidat donne les raisons valables pour faire cette demande. Par exemple, il peut y avoir une étude récente qui définit les caractéristiques de la population qui doit être priorisée par une intervention. Et bien sûr, vu ces nouvelles données, vu ces nouvelles informations, même si elles ne sont pas incluses dans les plans stratégiques nationaux, nous, on recommande de les inclure dans la candidature, dans la demande de financement. Cependant, il est aussi important que cette priorisation soit bien argumentée, c'est-à-dire dans la partie qui est dédiée à la hiérarchie, à la priorisation. Et on en parlera d'ailleurs plus tard. Et maintenant, pour finaliser ma partie de la présentation et avant de passer à autre chose, je voulais vous présenter un petit peu les détails, les annexes qui sont requis pour ces candidatures. Et en fait, ces annexes sont les mêmes que les annexes qui étaient déjà requis pour d'autres approches. C'est-à-dire que je ne vais pas trop entrer dans le détail. Et aussi, vous pouvez les trouver sur le iLearn. Mais en tout cas, très brièvement, ici, nous avons des annexes avec lesquelles vous êtes déjà familiarisés et ils sont mis à jour légèrement pour ce cycle, en fait. On a certains annexes pour des pays qui ont des produits spécifiques du Fonds mondial et il y a donc des mises à jour. Alors, par rapport à ces annexes, il y a des annexes nouveaux, il y a des annexes qui sont mises à jour. Par rapport au programme de VIH, par exemple. Et puis en bleu, vous avez les annexes de référence ou les annexes qui permettent de rassembler certaines données. Et ces annexes ne sont requises que pour un sous-ensemble de candidats. Ensuite, vous avez ces annexes pour les pays qui ont des mécanismes de financement innovants et ils sont donc requis de présenter ces documents. Puis aussi, si disponible, il y a aussi deux annexes, les évaluations relatives aux droits humains et aux questions de genre. Il n'y a pas de modèle prédéfini, mais ceci dépend de ce qui est fait au niveau du pays. Et puis, nous avons cette annexe optionnelle intitulée Évaluation des risques d'exploitation, de violence, d'atteinte et de harcèlement sexuel. Il y aura un sous-ensemble de pays. Il s'agira de pays pilotes qui vont devoir réaliser ces évaluations ou alors des pays qui ont déjà fait cela par leur propre initiative et ils devront donc attacher ceci à leur demande de financement. Et sur cela, je vais passer la parole à Anindita qui va vous guider à travers les formulaires de candidature et je serai à votre disposition pour vos questions tout à l'heure. Merci Goïcha et bienvenue à tous et à toutes de nouveau. Je vais maintenant passer en revue les différents formulaires de candidature et je vais vous expliquer quelles sont les informations qui sont requises et quelles sont les informations que vous devez inclure. Comme ceci a été dit tout à l'heure, nous utilisons beaucoup d'acronymes. Si vous avez des questions, des doutes, veuillez les écrire sur le chat et nous avons des collègues qui sont là pour répondre à vos questions. Je suis Anitita Roy. Ça fait 14 ans que je travaille dans le Fonds mondial. Merci pour être là. Avant, je travaillais dans la division de la gestion. Avant de rentrer dans les détails des formulaires, j'aimerais commencer par les instructions pour réitérer que ces instructions sont essentielles pour remplir correctement les formulaires. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, hein, les questions sont assez simples, mais pour y répondre, hein, chacun des éléments des questions que vous voyez dans ces carrés rouges doivent être répondus. Donc, à moins que
chacun des éléments demandés non sont mentionnés, la réponse à la question ne sera pas complète. Vous devez répondre à tous ces éléments. Suivant. Merci. Ici, de nouveau, j'insiste sur le fait que tous les éléments doivent être répondus pour que la question soit considérée comme complète. Ensuite, chaque élément a des détails différents qui doivent être pris en compte ou abordés lors quand vous répondrez aux éléments de question. Et vous devez faire attention particulièrement à ce qui est demandé dans les détails. Lorsque vous voyez des mots comme décrire ou indiquer, dans cette section, dans cette partie, les pays ou les candidats doivent inclure ou faire référence à des informations. En comparaison, le mot considérer est destiné à se référer à des zones ou à des domaines de considération. Pour cette session, nous allons discuter principalement des questions elles-mêmes et nous allons nous référer uniquement aux éléments, aux détails lorsqu'il y aura des domaines que nous souhaiterions que vous recherchiez. Nous vous encourageons donc à consulter les instructions pour vous assurer de bien comprendre ce qui est demandé de vous. Alors, ce slide, cette diapositive montre les euh, domaines thématiques, comme par exemple les droits humains et les questions de genre qui sont exigées dans tous les formulaires de demande de financement. Ceci est également important pour l'approche ciblée. Mais lorsque le descriptif n'est pas demandé, c'est-à-dire ceci, il y a des cas dans lesquels le descriptif est nécessaire dans l'application de la révision complète. Cependant, il y a des cases à cocher avec des demandes de numéro de page de votre plan stratégique national. Et vous allez voir que ces domaines-là, ces zones-là sont indiquées en gras, comme par exemple ici, l'équité, les droits humains, etc. Ceci va vous permettre d'économiser du temps parce que vous devez vous y référer seulement. Vous ne devrez pas écrire tout le descriptif dans le formulaire de demande. Encore une fois, dans la description, dans le descriptif, vous devez décrire ça lorsque ceci n'est pas inclus dans votre plan stratégique. Dans ce cas-là, vous devez inclure les descriptifs. Suivante. Ce tableau se situe au niveau des modules et des interventions. Cela signifie que toutes les interventions doivent être présentées ensemble. Par exemple, l'intervention pourrait être programmation de préservatifs et de lubrifiants. Les pays peuvent avoir cette intervention pour les travailleurs du sexe, pour les personnes transgenres, pour les personnes ayant des rapports sexuels avec les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et pour les personnes qui consomment de la drogue. Eh bien, tous ces éléments doivent être présentés ensemble comme une seule intervention au niveau des interventions. Ceci peut sembler différent par rapport à la manière dont l'information est présentée dans le cadre de la performance où les modules et les interventions sont classés par population. Mais le fait de présenter les informations de cette manière, ici, dans ce formulaire ensemble, au niveau des interventions, est utile pour vraiment le TRP, quand il s'agit d'examiner les demandes. Le comité de révision est en train de travailler à un exemple de demande de révision complète. Ceci peut être utile pour montrer comment les informations demandées dans chaque colonne peuvent être partagées au niveau de l'intervention. Même si l'examen complet inclut plus d'informations que celles demandées ici, vous pourrez trouver que cet exemple est utile pour formater vos réponses ici. Nous aimerions également
que vous fassiez attention à la lettre d'allocation. C'est des lettres spécifiques pays par pays et elles peuvent inclure des informations ou des conditions des requêtes qui doivent être donc prises en considération dans la demande de financement. Suivante. Le paiement en fonction des résultats, c'est une modalité qui est utilisée maintenant par plusieurs pays. Il s'agit d'une modalité dans laquelle le Fonds mondial effectue des paiements sur la base de la vérification des résultats obtenus. Cette approche permet une utilisation flexible des fonds de subvention dans le cadre des paramètres préalablement convenus. Et ceci n'est pas basé sur le suivi et la gestion des intrants. Lorsque les pays souhaiteront utiliser cette modalité de paiement en fonction des résultats, les pays, quand ils vont répondre à cette question, ils doivent seulement considérer ceci au niveau des programmes. Si les pays n'utilisent pas cette modalité, veuillez effacer ce tableau et veuillez répondre non applicable ou aucune modalité de paiement en fonction des résultats n'est utilisée. Diapositive suivante. Cette section sur la justification doit être abordée au niveau de l'intervention comme indiqué dans le plan stratégique national. Elle devrait se concentrer sur les principales lacunes programmatiques, la méthodologie utilisée pour la hiérarchisation et puis aussi comment la hiérarchisation tient compte des ressources nationales ou autres. Si vous passez en revue le formulaire de demande, de requête, vous allez voir qu'il y a la question, par exemple, 1.1, et vous pouvez faire référence à la hiérarchisation en mentionnant la question 1.1, ce numéro-là. S'il y a d'autres documents que vous utilisez pour répondre à cette question, eh bien, ces documents-là doivent être attachés à la demande de financement pour la référence du panel de révision. Comme Gosha l'a dit, le dialogue des pays est très important. Ceci peut être un intrant par rapport à la hiérarchisation. Et si la justification pour la hiérarchisation est la même que dans le PSN, faites-y référence. Mais voilà, la référence au dialogue au pays est également une référence importante. Diapositive suivante. Maintenant, la question sur le processus décisionnel relatif aux interventions change et est différente de la question sur la question globale de la hiérarchisation. Ici, la réponse doit expliquer pourquoi les interventions ont été placées dans l'allocation par rapport à la demande d'allocation prioritaire, le PAR. Les interventions prioritaires peuvent être référenciées en utilisant le numéro. Dans ce cas, la question numéro 1.1. Veuillez référencier et joindre toute autre documentation qui éclaire les réponses aux questions de ce formulaire. Ici, nous aimerions rappeler que les investissements de financement mixte peuvent être utilisés peuvent être inclus dans le PAR parce que ceci pourrait venir de sources différentes. Si les pays sont intéressés, nous vous conseillons absolument de participer à la session sur la durabilité, la pérennisation, la transition et le cofinancement qui est programmé pour le 30 novembre. Diapositive suivante. Le but de cette section est de fournir un contexte à la demande de financement en se référant aux domaines existants dans le plan stratégique national ou tout autre document national pertinent où les principaux domaines de contexte ont été couverts. Les pays souhaitant présenter une autre demande, eh bien, il devrait y avoir des références différentes maladie par maladie. Les domaines clés du contexte fournis en 1.4.1 doivent être alignés sur les domaines de la nouvelle stratégie.
Gaucher l'a déjà mentionné, c'est une nouvelle stratégie ambitieuse et les sous-domaines sont répertoriés dans le formulaire de candidature où vous pouvez indiquer dans une case à cocher si un domaine clé est couvert dans le programme ou le plan stratégique national ou dans d'autres documents et vous devez donc dans ce cas également noter à quel document se référer. Au cas où certains domaines ne seraient pas inclus dans les plans stratégiques nationaux, la section 1.4.b peut être utilisée pour fournir des informations qui ne sont pas couvertes dans la documentation nationale. D'accord? Donc ça, c'est une section dans laquelle le descriptif peut être nécessaire par rapport à ce qui a été donc discuté lors du dialogue au pays. Diapositive suivante. Comme Gaucher l'a dit, le Fonds mondial introduit dans cette période d'allocation les éléments essentiels du programme. Pour les demandes de financement de la tuberculose ou du VIH, veuillez consulter les données de base fournies dans l'onglet éléments essentiels du programme, dans les tableaux de données essentielles et pour les demandes de financement du paludisme, vous devez décrire l'état de tout élément essentiel du programme qui n'est pas, disons, sur la bonne voie et vous devez expliquer pourquoi. Si votre pays a mis en œuvre tous les éléments essentiels du programme, vous devez répondre tous les éléments essentiels du programme ont été remplis. Dans ce cas, vous ne devez pas passer par toutes les clarifications. Diapositive suivante. Ici, les candidats doivent décrire de quelle manière cette demande répond aux exigences de la candidature indiquées sur la lettre d'allocation. Vous allez trouver des informations importantes dans cette lettre d'allocation, donc faites-y attention. La plupart d'entre vous, vous la connaissez déjà, mais bon, c'est une lettre très détaillée, elle est spécifique pays par pays, donc vous devez y faire une grande attention. Vous devez vraiment faire attention aux exigences spécifiques relatives à votre pays qui sont indiquées dans cette lettre d'allocation. Diapositive suivante. Alors, cette section concernant les fonds de contrepartie doit, doit être répondue seulement par les candidats qui reçoivent des fonds de contrepartie, ce qui sera indiqué de nouveau dans la lettre d'allocation. Les questions doivent être répétées si vous recevez des fonds de contrepartie pour plusieurs domaines. Et puis, vous devez inclure de quelle manière les fonds de contrepartie vous aideront à atteindre un plus fort impact et comment ceci va vous permettre d'améliorer le résultat de l'allocation. Vous devez décrire comment les conditions seront remplies au cas où votre pays aurait déjà reçu ses fonds de contrepartie de 2020 à 2022. Vous allez recevoir davantage de support par rapport à ça. Nous sommes en train de développer cela. Nous allons tout partager avec vous lorsque nous aurons complété ces développements. Maintenant, la pérennité. Ici, nous ne demandons pas au pays de décrire tous les défis ou toutes les réussites en termes de pérennité. Au lieu de cela, nous demandons au pays de décrire les réussites les plus importantes ou les défis les plus importants en termes de pérennité. Et donc, ils doivent expliquer comment ils travaillent pour maintenir ou résoudre et ou relever les challenges qui sont les leurs. Les candidats sont également invités à prendre en compte différentes dimensions de la pérennité, y compris les systèmes financiers, des questions de gouvernance programmatique, sanitaire et communautaire. Il est important également de prendre en considération ces ressources clés. Les plans de financement nationaux sont également importants pour la référenciation. Ceci nous mène au point suivant qui concerne le cofinancement.
Alors, les questions de cette section du cofinancement se concentrent spécifiquement sur comment et dans quelle mesure le pays a réalisé les engagements de cofinancement pris au cours de la période d'allocation 2020-2022 et comment le pays va augmenter le financement et le cofinancement national pour la riposte nationale et les systèmes de santé tout au long de la période de 2023 à 2025. De nouveau, la lettre d'allocation va vous donner davantage d'informations sur ces conditions et lors de l'élaboration de la demande de financement, il sera important de tenir compte des exigences de cofinancement. La lettre d'allocation, la lettre sur le cofinancement n'est pas nécessaire jusqu'à la création de la subvention, mais nous invitons les candidats, nous les encourageons à les inclure dans les lettres d'engagement si elles sont déjà disponibles. Si vous avez besoin de support, eh bien, veuillez contacter votre équipe pays qui vous aidera pour répondre à cette section. Et puisque nous parlons de la pérennisation et du cofinancement, nous avons aussi ce financement innovant, cette section appelée financement innovant. Et ici, les pays doivent remplir cette section seulement si elle est pertinente. Les approches de financement innovantes incluent les investissements conjoints avec des partenaires de développement, entre autres. Alors, le département du financement du Fonds mondial est en train de créer une nouvelle note politique. Et donc, si vous ou vos pays êtes intéressés à ce type de questions, si vous pensez que la modalité de financement innovante peut être appropriée pour votre pays, veuillez consulter avec du temps suffisant votre équipe pays. Et de nouveau, vous conseillez également de participer à la session sur la transition et le financement programmé pour le 30 novembre, qui inclura également un focus sur les finances innovantes. Voilà, j'arrive pratiquement à la fin de ma présentation. Et donc, le dernier slide, la dernière diapositive concerne les risques et l'atténuation, les principaux risques et les mesures d'atténuation. L'approche de ces questions sur les risques est assez différente dans ce cycle. Dans ce carré, vous pouvez voir qu'il y a trois principaux domaines de risque. Ces domaines seront évalués dans cette session avec cette question. Pourquoi avons-nous changé cette section? Eh bien, ce que nous avons constaté, c'est que les réponses que nous avons reçues dans le cycle précédent étaient souvent une longue liste de risques ou alors c'est une liste qui n'était pas hiérarchisée ou la portée était trop limitée. Donc, les questions qui sont mentionnées ici dans ce carré sont importantes et utiles pour la hiérarchisation. Alors, notre idée, c'est que vous vous concentriez sur tout d'abord les principaux domaines de risque qui doivent être traités lors de la conception du programme, ce qui signifie que la seule manière d'atténuer ces risques est de modifier les éléments clés de la conception du programme. Et donc, ils doivent être considérés avec suffisamment de temps. Et deuxièmement, parmi ces principaux domaines de risque, vous devez vous concentrer sur ceux qui ne sont pas abordés dans les autres questions du formulaire. Alors, notre suggestion, c'est que pour chaque domaine, vous vous concentriez sur les trois principaux risques pendant le développement de la demande de financement. Cela ne veut pas dire que d'autres risques ne peuvent pas être identifiés ou ne doivent pas être identifiés, mais ils peuvent être discutés lors de la période d'octroi de la subvention. Voilà donc, c'est ma dernière diapositive. Comme que Michelle a dit, nous essayons d'être brefs et que ce soit simple. Et donc, ici, vous avez déjà vu les dates, j'imagine, de ce tableau. La première date, c'est le 20 mars
pour le dépôt en 2023, la deuxième période 29 mai et le 21 août, c'est la période 3 pour les dépôts en 2023. Je vais m'arrêter sur cela. Si vous avez des questions, mes collègues et moi-même nous serons ravis d'y répondre. Merci de nouveau pour participer à cette session. Can you just go to the next slide? Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Oui. Anindita, do you want to start us answering as we? Anindita, souhaitez-vous commencer à répondre ou nous attendons encore des questions? Oui, voyons. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. So the question, should annexes be Alors, la question, est-ce que les annexes doivent être joints, même s'ils n'ont pas de rapport avec le contenu de la subvention? Eh bien, oui, on va vous demander de joindre le document auquel vous faites référence. Et des fois, dans ce cas-là, les annexes, j'imagine, c'est les annexes que l'on demande. Eh bien, les annexes requis, oui, doivent être attachés. Oui, peut-être que je peux vous aider. En fait, ce qu'on demande aux candidats, on leur demande d'ajouter tous les annexes qui sont requis, c'est-à-dire ceux que j'ai mentionnés dans ma présentation. Certains sont optionnels. Are referenced during in the narrative. If not, there is no need to attach anything that is not referenced in the funding request in the narrative or elsewhere. No need for that. Thank you. About the question on the catalytic funds, maybe I will ask if Lindsay is with us. Maybe she can share some more light on that, on the second question. Hi, everyone. Happy to join you. Indeed, the Global Fund anticipates that there will be funding designated for catalytic investments in the 2023 to 2025 period, but the amount and the priorities have not yet been confirmed. That will be deliberated by the board at their meeting next week, and we anticipate that there will be a decision by the end of next week after the board also makes the determination on the sources of funds available for the allocation period 2023 to 25. So there is another question about, for risks, are costed mitigation measures taken into account in the budgeting process? So Lindsay, would you like to come in here? Or? No, that's not my area of expertise. Okay, the colleagues, Gronia, would you like to answer this this question about the? Est-ce que vous voulez répondre à la question par rapport au coût des mesures d'atténuation? Oui, je ne sais pas si c'est quelque chose que quelqu'un d'autre puisse répondre. Et oui, on peut revenir là-dessus. Cependant, est-ce la personne qui a posé cette question, est-ce que vous faites référence au processus de budgétisation pour le plan stratégique ou alors pour les demandes de subvention du Fonds mondial? Et est-ce que je peux vous expliquer d'ailleurs que, oui, là, on n'écoutait pas l'interprétation en français. Là, en fait, je vous
Oui, c'était mon erreur. J'ai cliqué sur le micro et il s'est éteint. Je suis désolée. C'était mon erreur. J'ai cliqué sur le micro et il s'est éteint par erreur. L'interprétation est disponible maintenant. Je m'en excuse. Maintenant, si j'ai bien compris la question numéro 3, alors combien par rapport au budget de la subvention peut être destiné aux mesures de mitigation? Eh bien, si j'ai bien compris, et si c'est bien le but de la question, et vous me corrigerez si je m'abuse, mais en fait, ça dépend en fait de vos priorisations. Ça dépend des priorités finalement de votre demande de financement et si les mesures d'atténuation correspondent à cela ou non. Mais oui, je ne sais pas si vous pourrez obtenir peut-être une réponse plus élaborée. Alors, j'ai vu qu'il y avait sur le chat une question sur le financement innovant et je pense que la question nous demande si si c'est obligatoire ou si ça dépend des pays. Eh bien, cette section doit être complétée seulement s'il y a des plans d'innovation, de financement innovant pour la période d'allocation. C'est-à-dire s'il y a une anticipation concrète s'il y a par exemple des investissements conjoints avec la Banque de développement ou s'il y a un plan de priorisation pour un programme d'aide, ça, ce seraient des exemples où ce type de financement serait décrit, mais voilà, s'il n'y a pas de plan de financement innovant, on n'a pas besoin de décrire cela. Alors maintenant, sur le chat, il y a une question sur la durée de la prochaine période d'allocation. Alors, l'acronyme NFM, cela veut dire New Funding Model, nouveau modèle de financement. Et ce n'est pas tellement nouveau, mais c'est en tout cas un acronyme qui est utilisé par les partenaires du Fonds mondial et par les partenaires techniques des pays afin de faire une distinction entre les différentes périodes d'allocation. Nous nous référons à la période de temps où les candidats peuvent faire la demande et peuvent obtenir la confirmation que leur financement est approuvé. Et la période d'approbation est la même pour chaque pays, mais les périodes de subvention sont spécifiques pour chaque pays. C'est-à-dire qu'on se réfère à la période d'allocation 2023-2025 et la période de subvention pour certains pays portera sur le début de 2024, par exemple, et jusqu'à la fin de 2026, alors que dans d'autres pays, eh bien, ça peut commencer bien plus tard. Aussi, nous avons des pays où il y a des subventions pour cette période d'allocation qui pourraient commencer en 2025 ou même en 2026. Mais la période standard d'allocation, c'est normalement une période de 3 ans. Tous les pays, cependant, doivent demander le financement et obtenir l'approbation au cours de cette fenêtre, de cette période de 2023-2025. Et ceci est bien sûr lié en fait, au réassortissement du Fonds mondial. Et il y a une question. En fait, on a planifié de présenter dans la fenêtre numéro 1 quand est-ce que le temps estimé de réponse sera-t-il? Eh bien, le panel de révision technique, eh bien, cela peut prendre 2 semaines et si je ne m'abuse, je pense que ce sera vers la fin du mois d'avril ou début du mois de mai où la réponse sera partagée donc avec ces pays. Et je voudrais spécifier, en fait, je voudrais, Anedita, vous dire que
La période de révision des formulaires de la part de ce comité d'examen, eh bien, c'est lors de la séance plénière. Ce sera un tout petit peu différent suivant la fenêtre de ce panel de révision, de ce comité d'examen. Mais vers le mois d'avril et début du mois de mai, les candidats devraient anticiper qu'ils vont recevoir la réponse au formulaire au plus tard vers le mois de mai. Have we answered all the questions? Est-ce que nous avons répondu à toutes les questions du chat? Si vous avez posé une question et nous ne l'avons pas vue, si on a raté votre question, n'hésitez pas à la poser à nouveau. Alors, pendant que nous attendons les questions, je voudrais souligner quand même que le plan stratégique national, enfin, le processus de demande par rapport au plan stratégique national, eh bien, c'est pas seulement pour simplifier la démarche. Et c'est pas seulement que vous pouvez maintenant vous référer aux pages du plan stratégique national ou du document équivalent, mais ça constitue aussi une opportunité pour les pays de voir où le plan stratégique national peut être renforcé et où est-ce qu'on peut demander de l'assistance technique et comment cela peut être plus robuste. Et les plans stratégiques nationaux robustes sont non seulement pour le Fonds mondial, c'est aussi quelque chose qui va mener à une bonne candidature et à une bonne demande de financement. Je veux dire, si le plan stratégique national est robuste et solide et disponible, à part le Fonds mondial, les pays pourront également négocier avec d'autres donateurs. C'est-à-dire que finalement, ce plan stratégique national robuste va permettre d'augmenter les sources de financement. C'est-à-dire que au cas où vous seriez dans le processus d'amélioration, de mise à jour du plan stratégique national, eh bien, voyez quelle est l'assistance technique disponible par le Fonds mondial et aussi par d'autres agences techniques, par l'OMS, par HumanAid, c'est-à-dire tenter de saisir les opportunités. Y a-t-il quelque chose, Granny, à ajouter là-dessus? Merci, merci, Anindita. Oui, je voudrais dire simplement que qu'un bon plan stratégique national, c'est quelque chose de très, très bon pour le pays. C'est un bon document pour le pays. Et en fait, si on peut établir les coûts, prioriser, c'est-à-dire cela permettrait que, au cas où le Fonds mondial ne puisse pas couvrir tous les domaines, eh bien, ça faciliterait quand même les pays de demander d'autres sources de financement domestiques ou de peut-être recourir au secteur privé pour obtenir du financement. C'est-à-dire qu'il faut voir le plan stratégique national non seulement comme une opportunité pour faciliter la demande de la part du pays, mais vraiment, ce plan stratégique national bien priorisé peut avoir une valeur immense pour le pays, pour toutes les demandes de financement, quelles qu'elles soient, du pays, et pour aussi peut-être accéder à d'autres partenaires. Et il y a aussi d'autres partenaires qui travaillent avec le Fonds mondial qui peuvent donner leur soutien au pays pour y parvenir. Merci, merci beaucoup, Grania. D'ailleurs, il y a une question, la question numéro 6, qui est très importante. Je n'ai pas vu le nom de la personne qui l'a posée. Notre période du plan stratégique national est 2020-2024. On voudrait faire une demande pour la période 2024-2026. Que faut-il faire pour la période 2025 et 2026? Et si le plan stratégique national se termine à mi-chemin au cours de la période d'allocation, comment est-ce qu'on utilise ce plan stratégique pour la demande de financement? Eh bien, comme Lindsay l'a dit maintenant, eh bien, la durée
c'est pour 5 ans ou plus. Et puis, la durée de la subvention, normalement, est de 3 ans. C'est-à-dire que cet alignement serait un petit peu difficile. Cependant, les pays peuvent quand même déposer leur candidature et si le plan stratégique national va jusqu'en 2025 ou s'il est porté à expiration, eh bien, les pays doivent démontrer dans ce cas-là comment ils vont utiliser la nouvelle information, c'est-à-dire si le processus de révision a commencé, c'est-à-dire toute cette information peut alimenter la candidature, la demande de financement. Et s'il y a une année qui est perdue, qui manque, par rapport à ces périodes, on peut trianguler les données, on peut voir les tendances et tout ceci peut aider à fournir des informations par rapport à cette année qui vient à manquer. Et puis, s'il y a des changements dans la cible ou s'il y a des changements dans les interventions, la subvention peut être reprogrammée afin de s'adapter à ces changements. J'espère que j'ai répondu à cette question. Je ne sais pas si Grania a quelque chose à rajouter par rapport à cette triangulation. Non, je pense que vous avez très bien couvert la question. Et comme vous l'avez dit, on ne s'attend pas à ce que tous les plans stratégiques nationaux correspondent exactement à notre période de financement parce qu'ils sont tous différents. Moi, je crois qu'il y a une autre question encore sur la diapo d'après. Et c'est par rapport au mécanisme de réponse à la COVID-19, au financement de ce mécanisme et quel sera l'avenir de ce mécanisme. Alors, la réponse est que nous ne le savons pas encore. Le bureau va discuter par rapport à un prolongement de cette ligne de financement pour le mécanisme de réponse à la COVID. Ce sera vers la fin de la semaine et on verra quelle est la décision, à savoir s'il y a un prolongement ou pas. Et après cette décision, eh bien, on verra quelles sont les implications, disons, si le prolongement est confirmé. On verra également, c'est-à-dire le bureau va déterminer quelle sera la période de prolongement. On verra également s'il y a une synergie aussi avec le financement pour le VIH, le paludisme et le TB. C'est pas probable que ce mécanisme de réponse à la COVID s'aligne exactement aux 3 autres mécanismes. Il y aura sans doute des défis, mais en tout cas, ces implications opérationnelles feront l'objet d'autres décisions à l'avenir. Très bien. Et comment ça se passe au niveau du chat? Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas de questions jusque-là? Y a-t-il d'autres questions en fait à rajouter? Alors, il y a une question sur la lettre d'allocation et la réponse, c'est que nous espérons que les lettres d'allocation pourront être envoyées en décembre. Il y a beaucoup de variables qui posent certaines difficultés pour cette période d'allocation. D'ailleurs, en fait, les engagements de la part de certains donateurs n'ont pas été confirmés. C'est-à-dire que nous sommes encore en attente des délibérations du bureau par rapport aux source finale de financement pour la période 2023-2025. Et puis après, cela va se décliner dans une série de décisions pour les fonds catalytiques et pour d'autres fonds. En fait, c'est le bureau qui va confirmer tout cela vers la fin de la semaine prochaine. Et ce sera à ce moment-là que nous pourrons voir quelle est la méthodologie d'allocation et compléter et fournir les lettres d'allocation, disons, adaptées à chaque portefeuille. Alors, il faut anticiper que tout ceci donc, va être travaillé au cours du mois de décembre et ce sera sans doute vers la fin de décembre que la lettre d'allocation sera disponible pour être envoyée. Et il y a
de faibles chances, en fait, qu'il y ait d'autres variables, disons, qui pourraient retarder cela. C'est-à-dire que notre plan, c'est de vous fournir tout cela pendant le mois de décembre. Any further questions on the Y process? a-t-il d'autres questions sur le processus? I think we're done with the questions in the chat. Eh Thank bien, you je pense que nous avons expressed parcouru toutes les questions du chat et je remercie d'ailleurs les participants de les avoir posées. J'espère que vous avez pu comprendre nos réponses dans les différentes langues et merci. Merci pour la confirmation que c'était bien compris. Et voilà, nous sommes vos partenaires au cours de cette prochaine période d'allocation et nous allons nous assurer de trouver la meilleure façon de travailler avec le financement qui est disponible et vraiment optimiser l'impact. Alors, merci beaucoup à nos présentatrices, Anindita et Goshia. Merci beaucoup, merci aux participantes. Juste, je vais vous dire que s'il y a encore des questions, vous pouvez bien sûr nous adresser un message. Merci beaucoup. Merci. Et nous souhaiterions vous inviter à vous enregistrer aux autres webinaires qui seront utiles pour préparer vos candidatures. Merci. Et voilà, nous sommes à votre disposition.